Et si la personne la plus douce de votre entourage devenait soudainement glaciale, pas par vengeance, pas par colère, mais parce qu'elle a tout donné, parce qu'elle n'en peut plus. Imaginez quelqu'un qui ressent les émotions des autres avec une telle intensité qu'il finit par porter le poids du monde entier. Ce n'est pas un rôle qu'il a choisi, c'est sa nature. Il perçoit la tristesse comme s'il l'avait vécue. Il partage la joie comme s'il en était la source. Cet être-là est bien plus qu'altruiste. C'est un empathe. Toujours présent, toujours à l'écoute, toujours prêt à tendre la main. Mais que se passe-t-il lorsqu'un tel cœur, trop souvent mis à contribution, atteint sa limite? Lorsque cette personne, habituellement pleine d'attention, commence à s'éteindre doucement, sans cri, sans drame, sans conflit. Un empathe qui s'épuise ne réagit pas comme les autres. Il ne crie pas, il ne claque pas de porte, il ne cherche pas à punir. Au contraire, il se retire, silencieusement, presque froidement, et cette distance soudaine, invisible mais radicale, déroute. Car elle n'est pas motivée par la vengeance, mais par la nécessité de survivre émotionnellement. Ce recul n'a rien de spectaculaire. Il est presque chirurgical, calculé. Il ne vient pas d'un besoin de faire mal, mais d'un trop-plein. Le trop-plein d'avoir toujours été là, sans jamais poser de limite. Carl Jung, l'un des penseurs majeurs de la psychologie moderne, parle d'un concept crucial pour comprendre cette réaction, l'ombre. Selon lui, chacun de nous possède une part cachée, une facette refoulée de notre psyché, une partie que nous rejetons parce qu'elle nous met mal à l'aise, parce qu'elle ne cadre pas avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Et chez l'empathe, cette ombre se manifeste souvent par la négation de ses propres besoins. Il se tait pour préserver l'harmonie, il cède pour éviter les conflits, il se sacrifie, encore et encore, jusqu'au jour où il n'y parvient plus. Quand cette limite est atteinte, l'ombre de l'empathe prend la forme d'une coupure nette. Ce n'est pas une explosion, mais un vide, un effacement, une absence émotionnelle. Et c'est là que tout change. Pour les autres, c'est souvent incompréhensible. Comment cette personne si gentille, si prévenante, peut-elle devenir si distante du jour au lendemain? Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que ce retrait est un cri silencieux. Un cri qui dit « Je n'ai plus la force de continuer comme avant ». Ce n'est pas un choix de blesser, ce n'est pas un jeu. C'est un mécanisme de défense, une protection face à l'effondrement intérieur. Et si la plus grande menace n'était pas la colère, mais le silence glacial de celui qui a trop encaissé, comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un empathe au bord de l'effondrement nécessite de plonger dans ce que Carl Jung appelait l'ombre. C'est cette partie enfouie de notre esprit, celle que nous refusons de voir, mais qui influence en secret nos émotions, nos choix, nos comportements. L'empathe, par définition, vit connecté au ressenti des autres. Il capte les non-dits, absorbe les douleurs cachées, ressent les fissures que personne d'autre ne remarque. Mais cette capacité n'est pas sans prix, car, en prenant soin des autres, il repousse constamment ses propres limites, relègue ses émotions au second plan, oublie ses besoins. Il donne, donne encore, et finit par se perdre. Ce n'est pas un acte réfléchi, c'est une réaction de survie, une réponse automatique de l'âme qui crie « Assez ». La coupure n'est pas théâtrale, elle est chirurgicale. L'empathe ne cherche pas la confrontation, il la fuit toute sa vie. Ce qu'il veut, maintenant, c'est la paix. Et si cette paix implique de s'éloigner de ceux qu'il a aimés, alors il s'éloignera, non par mépris, mais parce qu'il ne peut plus continuer à se sacrifier. Ce silence, ce retrait, ce vide soudain, ce sont des signaux forts, mais muets, des cris que personne n'entend. Et pourtant, ils disent tout. Jung nous enseigne que l'ombre grandit dans ce refoulement. Elle se nourrit de tout ce que nous n'exprimons pas, de chaque frustration étouffée, de chaque désir ignoré, de chaque larme retenue. Chez l'empathe, cette ombre ne s'exprime pas par une violence extérieure. Non, elle agit en silence. Elle se transforme en vide. Au lieu de se révolter, l'empathe se détache. Il coupe les liens, non pas brutalement, mais comme s'il éteignait la lumière d'une pièce où il a trop longtemps attendu qu'on le voie. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la rancune. C'est un retrait qui ressemble à un deuil. Le deuil de soi. Le deuil d'une énergie qu'on ne peut plus offrir. Ce comportement est souvent mal compris. On croit que l'empathe devient froid, distant, insensible. Mais en réalité, il est en train de se sauver. Car à force d'absorber la douleur des autres, il finit par s'oublier au point de disparaître intérieurement. Ce n'est pas un acte réfléchi,
c'est une réaction de survie, une réponse automatique de l'âme qui crie « Assez ». La coupure n'est pas théâtrale, elle est chirurgicale. L'empathe ne cherche pas la confrontation. Il la fuit toute sa vie. Ce qu'il veut, maintenant, c'est la paix. Et si cette paix implique de s'éloigner de ceux qu'il a aimés, alors il s'éloignera. Non par mépris, mais parce qu'il ne peut plus continuer à se sacrifier. Ce silence, ce retrait, ce vide soudain, ce sont des signaux forts mais muets, des cris que personne n'entend. Et pourtant, ils disent tout. Il ne claque pas la porte, il ne dit pas un mot, mais un jour, vous le cherchez, et il n'est plus là. L'une des choses les plus troublantes avec l'empathe, c'est sa façon de partir. Il ne laisse ni colère, ni conflit derrière lui. Il s'efface, discrètement, sans justification, sans confrontation, sans même un dernier regard. Et pourtant, ce retrait résonne comme un tremblement de terre silencieux dans la vie de ceux qui l'entouraient. Car l'empathe n'est pas comme les autres, il n'est pas guidé par l'ego, il ne cherche pas à blesser. Ce qu'il veut, c'est préserver ce qui reste de lui-même. Lorsqu'il atteint sa limite, ce n'est pas l'explosion qui le soulage, mais l'effacement, une disparition lente, froide, mais nécessaire. La confrontation, l'empathe la fuit toute sa vie. Il a privilégié la paix, la compréhension, l'harmonie, même à ses dépens. Il a donné 1000 secondes chance, il a excusé l'inexcusable, il a supporté l'insupportable, jusqu'au jour où son silence devient son seul bouclier. Et ce qui rend cela encore plus bouleversant, c'est que ce retrait n'est pas destiné à punir. Il ne vient pas de la rage, il naît de l'usure. C'est le résultat d'années de sacrifices, de douleurs tues, de besoins ignorés. L'empathe se retire non pas parce qu'il veut fuir, mais parce qu'il ne peut plus porter. Cette façon de se détacher peut paraître glaciale, elle peut sembler cruelle pour ceux qui restent. Mais elle est en réalité l'acte de survie le plus honnête qu'il puisse offrir. Il ne cherche pas à obtenir des excuses, il ne réclame rien, il n'attend rien, il coupe délibérément. Et c'est ce détachement profond qui déstabilise autant, car il est définitif. Il ne revient pas pour des explications, il ne revient pas pour rejouer les scènes passées. Il choisit de se protéger, il choisit, enfin, de penser à lui. Et c'est cette force silencieuse, cette capacité à s'éloigner sans haine ni bruit, qui le rend plus imprévisible et parfois plus redoutable qu'un être manipulateur ou colérique. Le narcissique crie, impose, contrôle. L'empathe, lui, s'efface. Mais cet effacement, loin d'être une faiblesse, est un acte de puissance, une affirmation de sa valeur, une déclaration « je ne me détruirai plus pour les autres ». Le plus grand choc n'est pas qu'il parte, c'est de comprendre qu'il ne reviendra pas. Pendant longtemps, l'empathe donne l'impression d'être inébranlable. Il est toujours là, toujours disponible, toujours compréhensif. Même quand il est blessé, il pardonne. Même quand il est épuisé, il continue. À force, les autres finissent par croire qu'il sera éternellement présent. Mais cette croyance est une illusion, et le jour où elle se brise, elle laisse un vide brutal. L'empathe, en silence, a tout encaissé. Il a minimisé ses douleurs pour ne pas déranger. Il a accepté des choses qu'il n'aurait jamais dû tolérer. Il s'est tu, par loyauté. Il a été le pilier invisible, le refuge de ceux qui pleuraient, le réservoir d'énergie de ceux qui s'effondraient. Mais en chemin, il a perdu de vue sa propre paix intérieure. Ce qui perturbe tant, c'est que l'empathe ne réclame rien. Il n'envoie pas de signaux de détresse. Il ne menace pas de partir. Il part. Et cela, sans bruit, sans fracas, sans haine. Juste une absence, une disparition, un vide que rien ne semble pouvoir combler. Et ceux qui s'étaient habitués à son amour inconditionnel, à sa présence constante, à sa chaleur silencieuse, se retrouvent face à eux-mêmes, pour la première fois. Et ils réalisent que le socle qu'ils prenaient pour acquis était en réalité un être humain, fatigué, brisé, humain. Et voilà ce que peu comprennent. Le retrait de l'empathe ne vient jamais d'un événement isolé. C'est l'accumulation. Le 1001e moment où il s'est senti ignoré. La goutte de plus, ce n'est pas un caprice, c'est un trop-plein. Carl Jung parlait de cette partie obscure que nous dissimulons, cette ombre que nous avons peur d'explorer. Chez l'empathe, cette ombre grandit à chaque fois qu'il se nie lui-même, à chaque compromis qui l'éloigne un peu plus de son centre, jusqu'à ce que cette ombre devienne une muraille, un abîme infranchissable. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la fatigue. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un besoin de se retrouver. Quand l'empathe atteint ce point, il ne se bat plus. Il n'argumente plus.
Il ne supplie plus, il choisit le silence. Et ce silence est définitif. Ce qui perturbe tant, c'est que l'empathe ne réclame rien. Il n'envoie pas de signaux de détresse. Il ne menace pas de partir. Il part. Et cela, sans bruit, sans fracas, sans haine. Juste une absence, une disparition, un vide que rien ne semble pouvoir combler. Et ceux qui s'étaient habitués à son amour inconditionnel, à sa présence constante, à sa chaleur silencieuse, se retrouvent face à eux-mêmes, pour la première fois. Et ils réalisent que le socle qu'ils prenaient pour acquis était en réalité un être humain. Fatigué, brisé, humain. Il était le refuge de tous. Et pourtant, c'est lui qui est parti. Sans bruit, sans trace, comme une énigme qu'on ne résoudra jamais. Lorsque l'empathe décide de s'éloigner, ce n'est pas une réaction, c'est une transformation. Il ne s'agit pas d'un simple changement d'attitude ou d'une pause passagère, c'est un basculement intérieur, profond, irréversible. Il cesse d'être ce phare émotionnel pour les autres et devient un mystère. Ce basculement est souvent si subtil que personne ne le voit venir. Un jour, il est encore là, souriant, à l'écoute. Le lendemain, il est là physiquement, mais absent intérieurement. Et puis un jour, il n'est plus là du tout. Contrairement au narcissique qui joue de l'intimidation ou de la manipulation, l'empathe, lui, n'a pas besoin de bruit pour affirmer son pouvoir. Son pouvoir, c'est le silence. C'est cette capacité glaçante à disparaître émotionnellement, à couper le lien sans se justifier. Et cela déroute, cela désarme, cela fait mal, car ceux qui ont profité de sa gentillesse, qui ont confondu patience et faiblesse, se retrouvent soudain face à un vide qu'ils ne peuvent pas combler. Il n'y a pas de cri, pas de mots de reproche. Juste cette sensation vertigineuse. Quelque chose d'essentiel a disparu. Le plus déconcertant, c'est que l'empathe, dans cette coupure, ne cherche ni vengeance ni reconnaissance. Il ne veut pas qu'on se rende compte de sa souffrance. Il ne réclame pas de retour. Il n'attend pas de rattrapage. Il veut juste être en paix. Carl Jung disait que lorsque l'ombre n'est pas intégrée, elle finit par se manifester de manière destructrice. Pour l'empathe, cette manifestation ne prend pas la forme d'une crise ou d'un éclat de rage. Elle se matérialise par une absence totale, une déconnexion froide, clinique, presque dérangeante. Et c'est là que l'empathe devient une figure aussi puissante qu'imprévisible. Parce qu'il n'a plus besoin de l'autre pour exister. Il n'a plus besoin d'être vu, compris, validé. Il s'appartient, enfin. Mais ce processus ne se fait pas sans douleur. L'empathe, même en se retirant, ressent. Il souffre. Il doute, mais il sait que continuer à s'oublier serait bien plus dangereux que de s'éloigner. Alors il choisit la solitude, il choisit le calme, il choisit enfin de se mettre en priorité. On croit que c'est une personne forte, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle s'est simplement tue trop longtemps. L'empathie est souvent perçue comme une qualité lumineuse, une force douce, une capacité rare à ressentir profondément. Mais derrière cette lumière se cache un prix. Un coût émotionnel énorme que l'empathe paie jour après jour, souvent sans que personne ne s'en rende compte. Il donne sans compter. Il écoute sans se plaindre. Il est toujours présent. Et pourtant, personne ne voit que cette générosité permanente est une forme d'épuisement déguisé. Car chaque fois qu'il met les besoins des autres avant les siens, il creuse en lui un vide un peu plus profond. Ce vide, au début, il apprend à le gérer. Il le comble avec l'amour qu'il offre, avec la gratitude des autres. Mais un jour, il réalise que ce qu'il donne ne revient plus, que les remerciements ne suffisent plus à panser ses propres plaies, que la fatigue est devenue chronique. Et c'est là que son ombre refait surface. Pas par fuite, pas par punition, par nécessité. L'empathie a ses limites, et lorsqu'elles sont atteintes, c'est toute la structure émotionnelle de l'empathe qui menace de s'effondrer. Ce qu'il fait alors n'est pas une crise, c'est un repli stratégique. C'est l'acte de quelqu'un qui a compris que continuer à donner reviendrait à se détruire. Carl Jung l'expliquait. L'ombre n'est pas notre ennemi. Elle est une partie de nous, ignorée trop longtemps. Elle contient ce que nous refoulons, ce que nous ne voulons pas affronter. Chez l'empathe, c'est le besoin de poser des limites, le besoin de dire non, le besoin de se choisir, qu'il a constamment mis de côté. Lorsque ces besoins oubliés remontent à la surface, ils ne crient pas, ils ne frappent pas, ils gèlent, ils éteignent, ils bloquent la connexion.
l'empathe cesse de ressentir, non parce qu'il ne peut plus aimer, mais parce qu'il ne peut plus supporter de s'oublier. Cette forme de déconnexion est plus destructrice qu'un éclat de colère, car elle est totale, elle est calme, et elle est définitive. Les autres ne comprennent pas. Ils croyaient que l'empathe continuerait toujours, qu'il ne dirait jamais stop. Mais même le cœur le plus généreux a ses limites. Et quand ces limites sont franchies une fois de trop, il ne reste qu'une seule option, s'en aller. Pas par fuite, pas par punition, par nécessité. L'empathie a ses limites. Et lorsqu'elles sont atteintes, c'est toute la structure émotionnelle de l'empathe qui menace de s'effondrer. Ce qu'il fait alors n'est pas une crise. C'est un repli stratégique. C'est l'acte de quelqu'un qui a compris que continuer à donner reviendrait à se détruire. Il ne vous crie pas dessus, il ne vous reproche rien, il ne vous regarde même plus. Et c'est ça, le plus glaçant. Quand un empathe atteint ce stade de déconnexion, il ne cherche plus à comprendre, ni à être compris. Ce n'est pas un repli passager. C'est une fermeture définitive, une porte qu'il ne veut plus rouvrir. Non pas parce qu'il ne ressent plus rien, mais parce que ce qu'il ressent l'a consumé pendant trop longtemps. Ce silence n'est pas vide. Il est lourd, chargé de non-dits, de blessures étouffées, de sacrifices passés sous silence. Pour celui qui l'observe de l'extérieur, cette froideur peut sembler injuste. Mais pour l'empathe, c'est le seul moyen de survie qui lui reste. Il ne s'agit pas d'un refus d'aimer, il s'agit d'un refus de continuer à se dissoudre dans les besoins des autres, car au fil du temps, il a réalisé que son amour, aussi pur soit-il, ne le protège pas, que sa bonté ne le met pas à l'abri de l'abus, et que son silence a trop souvent été mal interprété comme une approbation. Alors il change, lentement, silencieusement, jusqu'à devenir quelqu'un que même ses proches ne reconnaissent plus. Et ce changement n'est pas une métamorphose soudaine, c'est l'aboutissement d'un processus lent, douloureux, invisible, une accumulation de micro-blessures, de demandes ignorées, de sentiments bafoués, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule chose à faire, fermer les écoutilles et partir. Ce n'est pas la voix de la colère, c'est celle de l'épuisement, c'est l'écho de tout ce qu'il n'a jamais dit. Et lorsque l'empathe se déconnecte, il ne laisse aucun point d'accroche, il n'y a pas d'appel possible, pas de retour prévu, il ne cherche pas à régler les choses. Il cherche à se retrouver. Carl Jung disait que l'ombre non intégrée prend toujours sa revanche. Chez l'empathe, cette revanche ne passe pas par la violence, mais par l'absence, une disparition émotionnelle si complète qu'elle laisse les autres dans une confusion totale. Et c'est ce qui le rend si déconcertant. Il ne donne plus d'explications, il ne se justifie plus, il ne veut plus prouver quoi que ce soit, il veut juste la paix. Ce n'est pas la colère qui brise une relation, c'est le moment où celui qui a tout donné cesse de le faire. On croit souvent que l'empathe est faible, trop sensible, trop indulgent, mais c'est une erreur, une illusion. La véritable force de l'empathe réside justement dans sa patience, dans sa capacité à encaisser, à comprendre, à ne pas répondre au mal par le mal. Mais cette force, elle a un prix. Et un jour, ce prix devient trop lourd. Ce jour-là, l'empathe cesse d'être ce pilier silencieux. Il ne répond plus aux appels, il ne rassure plus, il ne console plus, il ne s'oublie plus. Ce qu'il fait, ce n'est pas fuir, c'est se choisir. Et ce choix est l'un des plus puissants qu'un être humain puisse faire. Jusqu'ici, il vivait à travers les autres. Il absorbait leurs blessures, leur colère, leur tristesse. Il croyait que c'était sa mission, réparer, apaiser, soutenir. Mais en faisant cela, il a ignoré l'essentiel, sa propre existence. Carl Jung disait que pour devenir un être complet, il fallait intégrer son ombre, cette part oubliée, rejetée, souvent niée. Pour l'empathe, cette ombre, c'est le besoin de poser des limites, de dire non, de choisir la solitude plutôt que l'autosacrifice. Et quand il en prend conscience, tout change. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il se redresse, il s'éloigne, non pas avec colère, mais avec dignité. Ce n'est pas une vengeance, c'est une guérison, une reconstruction. Et pour ceux qui l'ont toujours vu comme le fort, le sauveur, le gentil, ce changement est déstabilisant, parce qu'il n'y a plus d'accès, plus de brèche, plus de dépendance. L'empathe, lorsqu'il comprend qu'il a une valeur propre, cesse de chercher à la prouver. Il ne mendie plus l'amour, il n'espère plus qu'on le comprenne. Il sait, et ce savoir suffit. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas du détachement, c'est de l'ancrage.
ce n'est pas un adieu amer. C'est une renaissance silencieuse. Le plus dangereux n'est pas celui qui cherche à vous contrôler, mais celui qui, sans un mot, vous efface de sa vie. Il y a un paradoxe que peu de gens comprennent. Un empathe épuisé est parfois plus redoutable qu'un manipulateur aguerri. Pourquoi ? Parce qu'un narcissique agit toujours de manière prévisible. Il cherche à dominer, à obtenir, à contrôler. Mais l'empathe, lui, ne joue pas ce jeu. Il n'avertit pas, il ne menace pas, il coupe, net. Et ce silence-là, cette disparition soudaine, est 1000 fois plus perturbante que n'importe quelle dispute. Là où le narcissique crie, l'empathe se tait. Là où le manipulateur insiste, l'empathe lâche. Là où les autres tentent d'avoir le dernier mot, l'empathe s'en va, sans même participer à la discussion. Et cette capacité à disparaître sans faire de bruit est sa plus grande puissance. Ce qu'il offre alors, ce n'est pas de la froideur, c'est de la fermeté. Ce qu'il incarne, ce n'est pas du mépris. C'est un nouveau respect de soi. Et ce respect de soi, il ne le négocie plus. Il n'explique pas. Il n'argumente pas. Il agit. Et son action, c'est le retrait. Définitif. Silencieux. Sans appel. C'est ce qui rend un empathe au bout de ses limites si dangereux. Non parce qu'il veut faire du mal, mais parce que sa paix n'est plus à vendre. Parce qu'il ne cherche plus à sauver quiconque. Parce qu'il a enfin compris que s'il ne se sauve pas lui-même, personne ne le fera à sa place. Car ce n'est pas un retrait stratégique pour provoquer l'autre. C'est une décision intime, radicale, motivée par une fatigue émotionnelle si profonde qu'il n'existe plus de retour possible. C'est une libération. Carl Jung disait que l'ombre, lorsqu'elle est ignorée trop longtemps, finit par agir à notre place. Chez l'empathe, cela ne donne pas lieu à une explosion de rage. Cela se manifeste par un refus total de continuer à jouer un rôle dans la souffrance des autres. L'empathe ne veut plus porter. Il ne veut plus absorber. Il ne veut plus être le réceptacle de la douleur collective. Et c'est là qu'il devient le plus déroutant. Parce que tout ce que les autres pouvaient manipuler autrefois, sa compassion, sa disponibilité, sa générosité, n'existe plus. Il n'est plus accessible émotionnellement, il n'est plus utile. Il est devenu opaque, indépendant, libre. Ce qu'il offre alors, ce n'est pas de la froideur, c'est de la fermeté. Ce qu'il incarne, ce n'est pas du mépris, c'est un nouveau respect de soi. Et ce respect de soi, il ne le négocie plus. Il n'explique pas, il n'argumente pas, il agit. Et son action, c'est le retrait, définitif, silencieux, sans appel. C'est ce qui rend un empathe au bout de ses limites si dangereux. Non parce qu'il veut faire du mal, mais parce que sa paix n'est plus à vendre, parce qu'il ne cherche plus à sauver quiconque, parce qu'il a enfin compris que s'il ne se sauve pas lui-même, personne ne le fera à sa place. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas de l'indifférence, c'est un cri muet. Je ne peux plus me perdre pour vous. La dernière chose que les autres comprennent, c'est que lorsque l'empathe se retire, ce n'est pas pour punir. Ce n'est pas une vengeance déguisée, ni un geste calculé. C'est une réponse. Une réaction viscérale face à une douleur accumulée. Un instinct de survie, quand plus rien ne semble suffire pour le reconstruire. Durant toute sa vie, il a cru que s'oublier pour les autres était noble. Qu'aimer signifiait se sacrifier. Qu'être fort, c'était endurer sans broncher. Il pensait que sa bonté serait récompensée. Mais il a compris, tardivement, que sans poser de limites, il s'abîmait dans le silence. Et lorsqu'il arrive au bout du bout, l'empathe ne s'effondre pas. Il ne s'écroule pas en public. Il ne réclame pas qu'on l'écoute. Il choisit la seule issue qui reste, la rupture émotionnelle. Il coupe, avec douceur, avec lenteur, mais avec une détermination absolue. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais d'une décision puissante, la décision de ne plus être l'éponge des douleurs d'autrui, de ne plus se laisser déborder par des émotions qui ne sont pas les siennes, de retrouver son propre rythme intérieur. Carl Jung disait que l'ombre n'est pas une chose à craindre, c'est une partie de nous qu'il faut comprendre, accueillir, intégrer. Et pour l'empathe, cela signifie reconnaître qu'il n'a pas à tout porter, qu'il peut aimer sans se consumer, qu'il peut aider sans se sacrifier. L'empathie n'est pas un piège, à condition de ne pas s'y perdre. Et cette dernière déconnexion, aussi silencieuse soit-elle, n'est pas une fuite.
c'est une renaissance. L'empathe, au moment de se retirer, cesse d'être un pilier pour les autres, pour enfin devenir un refuge pour lui-même. Et c'est là que tout change. Parce qu'en se choisissant, il apprend que l'amour véritable commence par soi, et que sans cette fondation solide, tout le reste s'effondre.